Il y a une vraie question sur à la fois la sincérité et la réalité des efforts chinois en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être reprendre un petit peu de recul et se dire que, effectivement, aujourd'hui, la Chine est le premier émetteur mondial. Les émissions par tête chinoise sont aujourd'hui supérieures à celles de bien des pays européens. Donc, le diagnostic que vous portez, évidemment, a beaucoup de sens. La Chine, pour l'instant, est loin d'avoir un développement vertueux. Alors le bémol que j'y mettrais, et c'est l'objet des publications de l'IDRI depuis plusieurs années. Dont vous êtes la directrice, alors l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales. Et cette Chine, elle est partagée entre. Il y a un débat en Chine. Il a eu lieu d'ailleurs avant la passation de pouvoir et le nouveau leadership entre au fond ceux qui pensent que le développement, c'est ce qu'on sait faire, les routes, le béton, plus de ciment, et les autres qui disent dans le monde de demain, ça n'est pas possible puisque nous allons nous tirer une balle dans le pied nous-mêmes. Et cette bataille n'est pas gagnée. D'où les efforts de ceux que vous trouvez sans doute trop complaisants, qui sont de dire il faut qu'on soutienne ceux qui sont pour le changement en Chine. Ces agents de changement, ceux qui se battent pour une planification urbaine, ceux qui essayent de lutter contre les bulles immobilières, ceux qui travaillent aux technologies vertes. Et ça, c'est une bataille comme en France, comme aux États-Unis, comme en Allemagne même. Donc la question de savoir si la Chine est méchante et n'a pas de vision de leadership, alors que ce débat sur le changement de modèle de développement, nous l'avons partout, c'est bien la question. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'unanimisme en Chine, et il y a un vieux courant qui continue à penser que ce qu'il y a de solide, encore une fois, c'est l'acier, le béton, comme avant, pendant la Révolution. Bon, je ne vais pas arranger vos affaires, hein, Laurence Tubana. Vous avez peut-être vu la dépêche Reuters tomber ce 3 décembre à 6h11 et 24 secondes du matin. Les autorités chinoises ont l'intention de porter à 15 milliards de mètres cubes leur production annuelle de gaz naturel en mer de Chine méridionale d'ici à 2015, selon le plan quinquennal publié sur le site internet de l'administration nationale de l'énergie. Pékin revendique la souveraineté de la quasi-totalité de ces eaux, dont certains secteurs sont revendiqués, donc les Philippines, Taïwan, Vietnam, Brunei, Malaisie. Voilà, ça, donc une belle bataille en perspective. Ah, oui, je le crains. Bon, alors vous n'êtes pas toute seule hein, aujourd'hui avec dans les matins de France Culture, Laurence Tubana. Vous êtes en compagnie aussi de Pierre Lascoum. Bonjour Pierre Lascoum. Bonjour. Où je rappelle, Pierre Lascoum, que vous êtes directeur de recherche au CNRS et au Centre d'études européennes de Sciences Po, et que vous êtes l'auteur de nombreux essais que vous êtes venu d'ailleurs défendre et dont vous nous avez parlé ici, La démocratie corruptible, arrangement, favoritisme et conflit d'intérêts. Et puis là, que vous publiez le Que sais-je, action publique et environnement aux presses universitaires de France. Alors, rappelez tout de même que lundi dernier s'est ouvert à Doha la 18e conférence des Nations Unies sur le climat, qu'il reste encore une semaine, et que nous avons décidé de ne pas baisser tout de suite les bras, nous, au matin de France Culture, et de continuer à nous intéresser à ce qu'on appelle, je pense pour la 12e fois, le sommet de la dernière chance, occasion, donc, pour tout un chacun de répéter encore une fois qu'il y a urgence sur la question du climat, qu'il n'est plus temps de tergiverser, qu'il faut agir, et qu'en même temps, tout ce que l'on voit et tous les commentaires que l'on lit autour de cette 18e conférence n'est teinté que de scepticisme. C'est pour ça que nous vous avons invité, hein, Laurence Tubana, vous êtes, je le rappelle, donc présidente de l'IDRI, Pierre Lascoum. Est-ce qu'on en est tout de même constamment et de plus en plus à l'idée que ce sont des sujets importants, que nous souhaitons les traiter, mais qu'on va de plus en plus vers de non-résolutions, de non-prise de décision, notamment une extrêmement importante dont il faut parler de l'enjeu, c'est va-t-il y avoir ou non un nouvel accord sur le prolongement du protocole de Kyoto, et s'il n'est pas conclu, qu'est-ce qui se passe? Laurence Tubana, Pierre Lascoum. Alors, c'est pas le sommet de la dernière chance. D'une certaine manière, Copenhague, c'était le sommet de la dernière chance. Nous l'avons raté. Et on a depuis fait des choses. Et quand on dit qu'on rate un sommet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien signé. Enfin, on peut signer. On a eu un accord à Copenhague, sauf que tout le monde a conclu. D'abord, il était signé un peu n'importe comment, et surtout, ce sommet n'a pas délivré les résultats qu'on attend. C'est ça, rater un sommet. C'est pas seulement signer un bout de papier. Je suis sûr qu'on va faire quelque chose à Doha. On va sûrement signer quelque chose. Mais ça veut pas dire qu'on aura au fond,
rétrécit la marge entre ce qu'on fait aujourd'hui en matière de réduction des émissions et ce qu'on devrait faire. Alors, non, Doha n'est pas le sommet, parce que c'est tout simplement une étape assez technique entre le paquet de choses qui se sont discutées entre Copenhague, Cancun et Durban, enfin 3 réunions où on a au fond finalisé l'idée que les pays allaient eux-mêmes faire des propositions de réduction d'émissions et qu'il n'y aurait pas d'accord global contraignant, et 2015 où nous devons arriver à quelque chose où tous, y compris la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde et d'autres pays émergents devront eux aussi prendre des accords contraignants. Et aujourd'hui, on est dans un entre-deux où au fond chacun va regarder ce que fait l'autre. Est-ce que on est un peu vertueux? Est-ce qu'au fond on commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est compliqué. Une politique d'énergie qui soit sans carbone ou avec moins de carbone, et que on pourra en 2015 faire beaucoup plus. Donc on est dans une période intermédiaire. C'est pour ça que c'est un sommet, il faut bien le reconnaître, ennuyeux, difficile, pénible. Les Échos d'aujourd'hui, un titre climat, la parenthèse de Doha, les pays riches moins ambitieux pour l'acte 2 du protocole de Kyoto qui débute l'an prochain. Et Kyoto, au fond, c'est simplement maintenir, et c'est quand même important symboliquement, c'est vrai, maintenir un instrument qui est aujourd'hui vide de contenu, puisque ni ont pris des engagements vraiment contraignants que l'Europe, l'Australie aujourd'hui, la Suisse, enfin, peu de pays qui, enfin, pas des grands pays émetteurs, les autres étant à l'extérieur de ce protocole de Kyoto, en tout cas du point de vue de leurs engagements. Et donc on maintient Kyoto tout simplement. Pourquoi? C'est parce que c'était un peu un accord modèle. Oui. Les procédures, les sanctions potentielles. Et qui prenait la mesure d'une sorte d'urgence, on va dire. Mais probablement dans un monde multilatéral où à l'époque, en 97, on avait les États-Unis avaient encore un rôle de leader sur l'ensemble des pays. On croyait beaucoup au multilatéralisme. C'était une période très favorable aussi pour l'Europe dans sa capacité à se projeter au plan mondial comme un modèle de régulation par les règles. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même monde. On est dans un monde multipolaire. Il n'y a pas de leader. Chacun dit je fais à ma façon et selon ma vision, et donc nous ne sommes pas dans un cadre où on peut avoir un accord global, contraignant, défini par le haut. Pierre Lascoum, d'où vient tout de même ces sentiments paradoxal de dire que la question du climat est une question urgente pour la survie de la planète, et que plus on dit que c'est une question urgente, plus on est sceptique malgré tout sur les moyens de mettre en œuvre ce qui pourrait faire en sorte qu'au fond, peut-être on ne grille pas tout de suite dans les 60 ans qui viennent, quoi. Oui, je suis moins spécialisé que Laurence sur le détail des négociations internationales, mais ce que l'on oui, mais vous êtes spécialiste sur les connexions qui se font entre politique, environnement, mouvement, État. Je dirais 3 choses. Une de nos collègues qui a observé les dernières conventions internationales, dont Copenhague a mis down, a finalement fait un travail assez, on peut dire, anthropologique, d'observation, etc. Et je trouve qu'elle a eu une assez jolie formule. Elle n'a pas du tout un discours dénonciateur, etc. sur ce genre de grandes manifestations, mais elle a eu cette formule, disons que ces négociations internationales, en particulier en matière de climat, étaient devenues des fabriques de lenteur, c'est-à-dire que finalement on pourrait dire des machins, comme le général de Gaulle qui parlait de l'ONU. Oui, mais là, machin, c'est relativement simple. Donc, si je comprends bien, ça ressemble beaucoup plus aux machines un peu folles de Tinguely, où ça tourne dans tous les sens, et il y a des comités, des sous-comités, il y a des comités de préparation européens, internationaux, qui fait quoi sur quoi. Dès qu'un problème apparaît, finalement, on cherche à trouver une façon de faire progresser les positions des uns et des autres, de telle sorte que, semble-t-il, en observant, sur quoi négocie-t-on? Les objets deviennent multiples. Les acteurs dans tous ces échanges ont transformé leur configuration. On parlait de la Chine tout à l'heure. Enfin, Laurence pourra donner certainement beaucoup plus de détails précis que moi, mais c'est quand même hallucinant de voir que la Chine a réussi dans Copenhague à allier autour d'elle, c'était combien, 77 là, léger 77 complètement hétérogène, en se devenant le porte-parole des
des plus petits et finalement de ceux qui subissent le plus les conséquences du changement climatique, comme ça, il a été vraiment l'acteur le plus légitime pour incarner cette position. Donc voilà, c'est typiquement cela. Et de l'autre côté, parmi les très gros, disons, émetteurs de CO2, la position des États-Unis, qui n'est pas finalement radicalement originale en matière environnementale, puisque finalement, enfin, qu'on ait affaire à des démocrates ou à des républicains, il y a quand même une constante. Les États-Unis ne signent rien. Mais voilà, alors par exemple, pourquoi les États-Unis n'ont jamais ratifié Kyoto et pourquoi par exemple ils ne ratifieraient pas, ils ne vont pas ratifier Kyoto 2? C'est quoi, par exemple, pour qu'on comprenne bien parce que vous le dites d'ailleurs vous-même, vous êtes cité dans les Échos de ce matin. Bon, c'est de la question géopolitique tout de même, l'environnement évidemment qu'il faut observer. D'abord, l'environnement est devenu une question politique majeure. 97, qu'est-ce qui se passe? Al Gore arrive à Kyoto. L'accord est bloqué et l'accord est bloqué sur des chiffres. On s'engueule sur il faut que ce soit moins 8% pour l'Europe, moins ceci pour les États-Unis et le Japon veut évidemment qu'on accouche de quelque chose qui soit vraiment significatif. On fait Kyoto parce que on s'en sort pas avec un autre instrument. Donc Kyoto c'est vraiment il faut qu'on se force à faire quelque chose de beaucoup plus fort. Et Al Gore arrive et donc propose un chiffre ambitieux pour les États-Unis et revient. Avec un système très compliqué, mais en même temps, encore une fois, extraordinairement innovant. Mais dans un monde où on pense qu'effectivement, on peut faire un accord à quelques-uns. D'ailleurs, le sommet se passe très bien, finalement, à la fin, de façon extrêmement dynamique. Et puis que tout le monde, au fond, va suivre. Les pays, les nations, les sociétés vont suivre ce qui a été décidé au plan international. Et puis, il rentre et le Congrès lui dit non. Le Sénat lui dit non. On lui dit non, il n'est pas question qu'un accord international modifie notre mode de vie en Europe. Il n'est pas question que une décision prise dans un sommet modifie les prix de l'énergie aux États-Unis. Donc c'est non. Donc pas la revendication de souveraineté. Et depuis, c'est toujours non. Et depuis, c'est toujours non. Et aujourd'hui, du coup, les États-Unis négocient, puisqu'ils sont revenus à la table de négociation depuis, négocient quelque chose qui, d'une part, avec deux conditions. Un, ça viendra de notre législation nationale, et c'est notre législation nationale qui fera la différence, et c'est celle-là qu'on apportera, et le problème ne se posera pas en sens inverse, et nous aurons la Chine en même temps que nous. Donc cette revendication de souveraineté, c'était d'ailleurs fantastique. C'est au fond le moment du grand retournement américain, où jusque-là, les États-Unis pensent qu'ils font le droit mondial, qui font les accords internationaux, et où finalement, de l'intérieur même des États-Unis, on se rend compte que ce qui importe, c'est de protéger l'autonomie législation nationale et du coup de renoncer à la capacité d'emmener les autres. Mais alors, justement, si je me fais l'avocat du diable et sans être trop cynique, est-ce qu'au fond, les États-Unis n'innovent pas dans une manière de traiter la question de l'environnement, Pierre Lascoub? Et s'il fallait arrêter, pardonnez-moi, Laurence Tubiana, les grands machins internationaux qui, au fond, ne règlent pas grand-chose, et refaire confiance davantage à la question, on va dire, locale en tout cas, de chaque État qui, après tout, on pourrait imaginer, faire confiance sur leur vertu à traiter éventuellement, pour le bien commun, des questions environnementales. Une des propositions qui a été faite est qu'au fond, il faudrait renoncer à l'idée noble d'un accord général, en plus contraignant, avec toutes d'un gouvernement planétaire du climat. Voilà, les questions de contrôle, etc. Et que donc, on peut dire, il ne s'agit pas de dire que c'est une régression, puisque le premier n'aboutirait pas vraisemblablement, mais que les situations se différencient entre les pays qui sont capables d'adhérer volontairement à un certain nombre d'engagements de nature plus ou moins contraignante et qui garantiraient, disons, la sincérité de leur position par des contrôles réciproques, avec l'idée que ça peut avoir un effet d'entraînement. Mais le bémol que je verrais aussi à cette situation, c'est que dans ce cas-là, l'Europe s'est toujours présentée comme le bon élève de la classe. En même temps, elle contribue assez peu aux émissions de CO2, 13% à peu près. Mais l'Europe est-elle homogène sur cette question ? Je ne le pense pas.
Bon, voilà ce qu'on dit Laurence. Mais c'est cette question-là, c'est que aussi les différences qui existent entre les positions, mettons, allemandes, tout ce qui se passe à l'Est, etc., et puis les pays, par exemple, comme la France, qui sont dotés du nucléaire, n'ont pas la même position. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Petit retour en France. J'aimerais vous parler justement de ce Conseil national du débat sur la transition énergétique qui a ouvert ses portes jeudi dernier. Il devrait déboucher ses travaux sur une série de recommandations transmises au gouvernement, lequel en tirera ce qu'il voudra pour rédiger la loi de programmation qui sera présentée au Parlement au premier semestre de 2013. Ce Conseil national, il comporte 112 membres et il est chapeauté par un comité de pilotage dont la composition a été houleuse. L'ex-administrateur général du CEA, Pascal Colombani, récusé par les ONG écologistes, en a été exclu, mais vous en faites partie, vous, Laurence Toubiana. C'est que le débat sur les questions énergétiques comporte des dimensions fortement idéologiques. Les écologistes sont anti-productivistes et privilégient tout ce qui va dans le sens d'un moindre recours à l'énergie. Ils sont en outre allergiques au nucléaire, comme on sait. Les industriels, eux, veulent disposer d'une énergie bon marché afin de demeurer compétitifs. Les syndicats sont sur une ligne voisine, mais surtout attentifs à l'emploi. L'État a les yeux fixés sur le long terme. Il est préoccupé par notre degré d'indépendance énergétique. Mais c'est lui qui devra arbitrer entre les opinions et les intérêts antagonistes, et il sait que ce ne sera pas chose facile. À l'heure actuelle, notre pays consomme 170 millions de tonnes équivalent pétrole. Le pétrole et ses dérivés en représentent la plus grosse part avec 45% du total, le gaz 21%, l'électricité 22%. Cette électricité, dont il faut reconnaître que nous la payons encore 23% moins cher en moyenne que nos voisins d'Europe, provient à 73% du nucléaire civil, à 14% des énergies renouvelables, à 11% des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. La France est le pays du monde qui est le plus misé sur l'électricité nucléaire, puisque celle-ci représente près de 3/4 de la production, contre moins de 20% aux États-Unis. On sait aussi que l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Japon et l'Italie ont choisi de sortir du nucléaire. Tandis qu'à l'opposé, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Grande-Bretagne, la Russie ou la Pologne développent des programmes de centrales nucléaires. L'électricité bon marché aura été la chance et le malheur de la France. La chance parce qu'elle a permis à notre pays et à ses industriels en particulier de disposer d'une énergie sûre et moins coûteuse que ses concurrents. La chance aussi parce que l'électricité d'origine nucléaire est sensiblement moins polluante que ne le sont les centrales à gaz et surtout à charbon. Ce n'est pas un hasard si la contribution de notre pays aux émissions mondiales de gaz à effet de serre est de 1% du total, contre 18,5% aux États-Unis et un peu plus en Chine. Mais son malheur, parce qu'elle nous a habitués à la dépenser inconsidérablement, cette électricité, nos bâtiments sont mal conçus, mal isolés, ils accaparent 40% de notre énergie consommée, contre 30% pour les transports et 28% pour l'industrie. Quels que soient les choix qui seront faits, il faut savoir que les coûts seront faramineux. Le prix du baril de brut pourrait doubler d'ici 2035. Or, aujourd'hui, les importations de gaz et de pétrole comptent déjà pour 71% de notre déficit commercial. Si nous décidons de prolonger la durée de vie de nos centrales nucléaires au-delà de leur 40e anniversaire qui sera atteint pour beaucoup d'entre elles très bientôt, il faudra engager de coûteux travaux. Développer des énergies vertes, comme nous nous y sommes engagés lors du Grenelle de 2009, sera plus cher encore, car il s'agit de sources intermittentes qui exigent de transformer nos réseaux. Nous subventionnons actuellement l'électricité issue du photovoltaïque en la rachetant à un prix près de 5 fois supérieur au coût normal, et c'est le consommateur qui paie. Et il va payer donc de plus en plus. À quel niveau la facture sera-t-elle ressentie comme insupportable ? Il ne faut pas se tromper de stratégie, toute erreur se paiera en dizaines, voire en centaines de milliers d'emplois dans 10 ou dans 20 ans. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Alors, le débat, la discussion est engagée. Réaction, Laurence Toubiana, Pierre Lascaume. Laurence Toubiana, vous êtes évidemment au cœur du problème, si j'ose dire. Oui, absolument. Et au cœur d'un débat, je pense, extrêmement important pour l'économie française, mais aussi pour l'Europe.
C'est important pour l'économie française car, comme vous venez de nous le dire, l'enjeu économique est très important. L'énergie est quelque chose d'important dans le produit intérieur brut, surtout dans notre déficit extérieur. Et on peut, en regardant les chiffres après crise 2008, la contribution de la hausse des prix de l'énergie à la crise a été sensible. Donc là, l'idée à la fois de sécurité énergétique et d'économie d'énergie fait sens dans un monde où, oui, probablement, malgré les découvertes ici et là de nouvelles ressources, les prix de l'énergie sont appelés à monter. Donc il y a un vrai enjeu de compétitivité, de sécurité énergétique et aussi d'une certaine manière d'usage des ressources nationales parce que, au fond, payer une rente aussi importante pour des matières premières ne fait pas sens dans une économie de croissance lente où on a du mal à créer des emplois, où on a du mal à financer beaucoup de services essentiels. Donc je crois qu'il y a vraiment une idée et où la facture énergétique pèse terriblement. Aujourd'hui, on le voit bien sur les ménages, comme on dit en temps de crise. C'est quelque chose qui... Absolument. Et qui n'est plus invisible, comme on le disait à une époque. Et donc, il y a vraiment un sens à repenser le système énergétique. D'où l'intérêt, à mon sens, de ce débat, parce que on a pris traditionnellement en France la question d'un point de vue ou d'un autre, pour l'essentiel du côté de la production, et souvent en réduisant la question à celle de l'électricité, et donc avec une espèce de vision en entonnoir extrêmement étroite, sans penser à l'évolution à la fois de la consommation des ménages, notamment toute la question de la planification urbaine et des transports, sur lequel on n'a pas fait grand-chose, enfin, sauf récemment, il y a effectivement des choses qui se passent, et aussi pas de réflexion sur la politique industrielle allant avec ça. Au total, on s'est coincé dans un modèle où on a pensé seulement production, on a effectivement laissé de côté l'essentiel de notre consommation énergétique qui est d'origine fossile, sans préparer une vraie transformation industrielle. Je trouve, contrairement, me semble-t-il, à ce qu'ont fait d'autres pays, et je pense à l'Europe du Nord en particulier, parce que à la fois le Danemark, la Suède et l'Allemagne, chacun de façon différente, ont fait un pari différent, et je crois qu'ils en bénéficient aujourd'hui davantage. Pierre Lascoum. Oui, moi, ce qui me frappe à propos du débat qui s'ouvre sur l'énergie, c'est que c'est pas tellement le problème d'un débat de plus. On a l'impression que nous sommes dans une situation où finalement les objectifs à atteindre ne sont pas clairs et que donc il faut en chercher, confronter, etc. Moi, je vois la situation de façon tout à fait contraire. Pour moi, on est dans une situation où il y a au contraire une avalanche et un empilement d'objectifs qui n'ont jamais été pris au sérieux les uns après les autres. Donc, il y a par exemple le paquet climat de 2009 qui prévoyait déjà des 20% de réduction de la consommation d'énergie nucléaire, 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable. Il y a eu le Grenelle, etc. Et donc on a toujours l'impression dans ces domaines-là que c'est de l'affichage politique répétitif, parce que Laurence l'a dit très rapidement, et pour moi c'est très important, c'est qu'à aucun moment on n'a vu une politique industrielle d'innovation technologique et de réalisation concrète se mettre en phase avec ces objectifs. C'est ce que vous analysez notamment dans le Grenelle de l'environnement, qui était extrêmement précis sur vraiment tout un seul processus, un gros livre qui détaille vraiment, pas à pas ce qui se fait. Et alors, le sous-titre est intéressant parce que c'est acteur, discours, effet. On voit bien comment ça marche, on voit bien les discours, mais vous dites que les effets, effectivement, ils se font quand même beaucoup attendre en général. Alors, l'exemple que l'on peut prendre, qui est à la limite de la caricature, c'est pour tout ce qui concerne le renouvelable et le solaire, le fait que pas simplement la France, que l'Europe, ayant pris cet objectif de 20% de renouvelable, n'a pas pensé un dispositif industriel qui permette de mettre en relation une offre de panneaux solaires avec les demandes. On a tout fait pour inciter la demande avec des changements de politique fiscale, et puis des changements, des retournements. Oui, et puis des retours en arrière. Et donc du coup, on s'est retrouvé de nouveau la Chine avec un déséquilibre considérable de la balance des paiements. Et sur beaucoup de choses quand même, on est dans des schémas de ce type. Brice Couturier. Oui, il y a une grande inquiétude à propos de ce débat sur la transition énergétique, c'est qu'ils finissent effectivement comme le Grenelle de 2009, c'est-à-dire qu'un empilement d'objectifs, des séries de mesures qui soient contradictoires entre elles, mais qui donnent satisfaction à chacun des lobbies représentés. C'est pour ça que j'ai mis dans mon papier, j'ai mis en lumière la divergence entre les industriels, les ONG, l'État. J'aurais dû parler aussi des collectivités territoriales qui ont aussi leurs objectifs. Chacun a des objectifs qui sont contradictoires entre eux, mais
il y a deux solutions. Soit on en fait une synthèse harmonieuse, soit on disperse des mesures concrètes qui satisfont les uns et les autres, mais qui ne font pas une politique. Laurence Il y a vraiment une grande inquiétude maintenant que ça soit plutôt la deuxième solution que la première qui sorte. Pour l'instant, et à mon sens, il n'y a pas de raison que l'un l'emporte plutôt que l'autre. L'enjeu, évidemment, et c'est pour ça que je pense que l'intérêt de ce débat, ça n'est pas de savoir si on veut plus ou moins de nucléaire, si on veut des gaz de schiste ou si on veut du renouvelable, mais qu'on parle du système énergétique, premièrement. Et me semble-t-il, et c'est pour ça que on va démarrer par essayer de comprendre quels sont les scénarios qui sont aujourd'hui proposés par les uns par les autres, en quoi ils sont, quels sont leurs implicites, parce qu'il y a des implicites, de modèles de consommation, d'habitat, enfin, et ensuite de comprendre si on peut s'accorder sur un scénario ou si au fond on va avoir des options tout à fait contrastées, ce qui probablement peut-être sera le cas. Donc ne pas penser une mesure ou une autre, mais penser un système énergétique avec ses cohérences. Et personnellement, comme les membres du comité de pilotage avec moi, on tient beaucoup, avec le comité des experts, à ce que ce soit ce fil-là qu'on tienne du début jusqu'à la fin du débat. Ensuite, il y a un enjeu... Par rapport au Grenelle, justement. Ouais. Comment vous situez par rapport au Grenelle? Parce qu'on a fait beaucoup de le reproche que je viens de le faire, on l'a beaucoup fait au Grenelle. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter que ça se reproduise? Je crois que ce qui s'est passé dans le Grenelle, j'ai présidé un des groupes du Grenelle, notamment sur l'agriculture, et au fond, on a fait des tours de table pour essayer de voir sur quoi on pouvait se mettre d'accord. Là, me semble-t-il, il faut faire différemment. D'abord, il faut utiliser l'expertise que l'on connaît. Il faut des chiffres, il faut des métriques, il faut un raisonnement global, et il faut pointer ce qui est cohérent et ce qui est incohérent dans chacune des propositions, encore une fois, sur le système énergétique qui sont sur la table. Nous ne l'avons pas fait pour le Grenelle. Le Grenelle, on s'est dit, sur l'agriculture, comment est-ce qu'on peut réduire les oppositions entre écologistes et agriculteurs. Et ça a été vrai sur tout l'ensemble des sujets. Là, je pense qu'il ne faut pas prendre cette position d'essayer de réduire les divergences des uns et des autres. Il faut comprendre en quoi les différents scénarios sont porteurs d'une vision différente du système énergétique. Et Pierre m'excusera, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, on a quand même un fil qui est la décarbonation de l'économie française à 2050. Ce fil, il est extraordinairement contraignant. Faire moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, c'est une révolution. C'est une vraie transition énergétique. Et peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il me semble que l'intérêt maximum de ce débat, c'est qu'au lieu d'avoir un espèce de slogan sur la transition énergétique, on comprenne ce que ça veut dire. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'ensemble des responsables politiques, les responsables locaux, les industriels mettent quelque chose de concret et de cohérent derrière ce terme. De la pédagogie. Et surtout de la compréhension de quoi on parle. Enfin, il y a pardonnez-moi, cette compréhension-là, Pierre Lascoum, si je vous ai bien lu dans le que sais-je, Pierre Lascoum vous dira, oui, mais parce que ce qui, au fond, après, fait que tout se paralyse, c'est que chacun a sa rationalité et que les rationalités s'affrontent. Et les 80 et l'objectif que tu présentes contraignant, c'est contraignant, oui, comment, oui, jusqu'où. Allez, Laurence Soubiane, la défense. Oui, je pense très fortement que ces objectifs sont utiles. Et c'est pour ça que je continue à aller dans des négociations internationales. Je pense que ces objectifs sont utiles parce que ils ont une fonction de signal et de faire converger des attentes. Un système économique, c'est quand même des acteurs qui répondent à des anticipations sur ce qu'ils envisagent dans l'avenir. Alors évidemment, ça dépend de la solidité du propos des politiques et du fait que, effectivement, on réaffirme ses objectifs et qu'on fasse pas des choses contradictoires par rapport à eux, bien sûr. Mais le fait que ce signal reste fort, celui de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on le voit. Alors ça avance pas beaucoup internationalement, mais quand je regarde différents milieux industriels, différents acteurs économiques, le système, notamment les acteurs du système financier, je pense aux banques, aux compagnies d'assurance, on voit qu'aujourd'hui se crée une coalition progressivement qui intègre cet objectif en se disant que c'est ça la nouvelle économie. Et je voudrais revenir sur ce sujet parce que contrairement à l'idée que on a des rationalités qu'il faut essayer différentes et qu'il faut essayer de les équilibrer, et j'ai été au cabinet du Premier ministre pendant quelques
un certain nombre d'années, il y a quelque temps, et on voyait effectivement, on peut se dire, au fond, le gouvernement, c'est aussi équilibrer ses points de vue et trouver un compromis. Je crois qu'au-delà de ça, il y a une logique d'apprentissage, une logique de changement qui n'est pas celui de l'équilibrage de rationalité contradictoire. Cela, avec ça, on s'en sort pas et on n'a pas de processus de transformation. Oui, vous avez été de 97 à 2002 chargé de mission auprès de Lionel Jospin, donc sur les questions d'environnement mondial et donc conseillère pour l'environnement auprès du Premier ministre Sylvain Kahn. Par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Laurence Tubiana, comment est-ce que vous appréhendez disons, à la fois cet objectif et cette situation qui vous êtes plutôt optimiste, on va dire, à moyen terme. Fondamentalement, oui, structurellement, je peux dire. Voilà. Sinon, et le fait que on est néanmoins dans une situation où toute l'économie est extrêmement dépendante du pétrole. Et on a l'impression que il y a un économiste de la Banque mondiale qui disait que chaque année, on subventionnait, il donnait pas le détail, on subventionnait à hauteur de 1000 milliards de dollars par an l'industrie pétrolière d'une manière ou d'une autre. Donc, au plan mondial, vous voulez dire? Oui, au plan mondial. Donc, on a l'impression qu'il y a, qu'il y a un que l'on cherche du pétrole toujours, pareil, de plus en plus profond, le Brésil. Entre, on va dire, comme si on était sur un Titanic, non, parce que c'est un paquebot avec une force d'inertie immense, et que d'ailleurs, depuis Kyoto, depuis 92, en réalité, presque rien n'a changé. Alors, je crois que on n'a pas les mêmes lunettes. Laurence Tubiana. Depuis Kyoto, beaucoup de choses ont changé. Je travaille en Chine depuis 10 ans maintenant. Je fais partie du Conseil chinois de l'environnement et du développement durable. Il y a 10 ans, il était hors de question de parler de réduction de gaz à effet de serre en Chine. Il était hors de question de parler de modération de la demande énergétique. Je constate qu'aujourd'hui, ça fait partie des sujets quotidiens de ce Conseil qui rapporte, en plus c'est pas un petit conseil, il rapporte auprès du Premier ministre et donc il est considéré dans la hiérarchie chinoise comme tout à fait important. Et d'ailleurs, l'actuel Premier ministre en a été le président pendant les 5 dernières années. Donc il y a des changements dans les pays sur cette question. Il y a des acteurs économiques qui n'existaient pas sur ce terrain de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a aujourd'hui, il y a conflit de vision. C'est pour ça pourquoi être optimiste? Et que il y a bien sûr des forces d'inertie, comme dans toutes les sociétés et à tous les moments. Il y a évidemment l'idée que il y a des options différentes. Et il y a bien sûr l'économie pétrolière avec son énorme inertie qui continue à dominer l'ensemble de l'économie mondiale. Mais en même temps, il y a aujourd'hui la perspective que dans ces économies, notamment ces économies matures dans lesquelles nous sommes, où la croissance est faible pour plusieurs raisons, la solution, comme avant, elle n'a pas d'avenir. Et pour la Chine aussi, d'une certaine manière, la solution d'avant n'a pas d'avenir, pour des raisons différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme perspective? On continue comme avant, simplement avec une détérioration lente et une érosion lente de notre compétitivité, de notre capacité de créer des emplois, de notre capacité d'innover, où on se dit, il y a un nouveau champ, une nouvelle révolution industrielle qui apparaît, et on va mobiliser des efforts, l'innovation, la recherche, l'investissement, pour donner ses chances à cette révolution industrielle. Et en France, aux États-Unis, en Allemagne, on entend les deux points de vue. Pierre parlait tout à l'heure du problème du solaire et du fait qu'on n'avait pas, au fond, été dans le sens de la politique industrielle liée à notre politique d'incitation. C'est vrai, mais en même temps, les Allemands, les Suédois ou les Danois, ils ont fait de la politique industrielle avec les renouvelables. Nous n'en avons pas fait suffisamment, c'est vrai. Et au fond, que la Chine ait cassé les prix des panneaux solaires, c'est pas forcément un drame au plan mondial. L'essentiel de la valeur ajoutée aujourd'hui de l'industrie des énergies renouvelables reste en Europe. Et il faut quand même se le dire. Pierre Lascoum. Oui, pour revenir à la situation française, j'aimerais savoir comment tu perçois un enjeu qui est dessiné comme majeur depuis, même bien avant le Grenelle, sur les questions de fiscalité, d'avantages écologiques donnés à la consommation énergétique. Donc, par exemple, tous les travaux de Guillaume Sainteny. Est-ce que tu penses que c'est de la situation aberrante, c'est-à-dire, pareil, où il y a des décisions contradictoires qui sont prises, où on continue à défiscaliser l'usage du gasoil pour les camions, à défiscaliser l'usage du fioul pour les avions, etc. Longue est la liste. Hein, tu connais cette liste autant que moi. On a l'impression que c'est typiquement un type d'objectif qui est parfaitement connu, mais sur lequel il suffit d'avoir du courage politique. Et quand je dis il suffit, on veut dire que le problème majeur est
décourager définitivement Laurence Tubala, qui va prendre l'avion pour Doha. Je note juste que le tutoiement est interdit en radio. En même temps, on peut constater là qu'il n'induit pas de complaisance dans la manière que vous posez des questions à Laurence Tubala, que vous connaissez bien, et que donc vous tutoyez quand même dans le direct. Mais donc, non, mais on notera que tout de même, voilà, il n'y a pas de complaisance particulière. Laurence Tubala se mettait la tête dans les mains. Non, pas du tout. Et c'est toujours tout à fait stimulant de discuter avec Pierre. Contradiction dans la politique. Bon, pourquoi ce débat? Et en plus, comme le rôle que j'assume dans ce débat m'interdit de défendre une option ou une autre. Enfin, en tout cas, c'est pas le moment de le faire. Mon opinion personnelle, de ce point de vue, n'a pas d'importance. En revanche, comment est-ce qu'on fait pour changer d'un système où on a une grande inertie, où par exemple bouger les prix de l'énergie a des conséquences sociales qui sont relevées? Vous avez parlé de précarité énergétique tout à l'heure, et où au fond on a l'impression que dès qu'on va faire un mouvement dans le sens d'une fiscalité meilleure, et notamment effectivement environnementale, et qui permette de défiscaliser le travail par exemple, ce qui est un peu la logique même, eh bien on se dit ceci a des conséquences distributives importantes, notamment sur les plus pauvres, et donc on ne peut pas faire, parce qu'il y aura des conséquences sociales ou économiques. On entend déjà parler de problèmes de compétitivité ici et là. Je crois que c'est pour ça qu'il nous faut un scénario cohérent. En soi-même, bouger un tarif, créer une taxe tout seul n'a pas de sens. Donc il faut, et je prends l'exemple de ce problème des taxes sur l'essence. On a une essence qui est plutôt taxée, qui est au même niveau que nos voisins européens, notamment en Suède, où la taxe carbone est très élevée. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Si on veut aujourd'hui mettre une taxe carbone en sus de nos taxes sur l'énergie, on a effectivement un effet pénalisant immédiat sur les ménages les plus pauvres qui habitent classiquement à 50 km de leur lieu de travail et qui doivent prendre leur voiture. Donc en seule, cette mesure-là est impossible à prendre, ou alors il faut compenser. On a vu les difficultés que cette taxe carbone pouvait générer en matière de système de compensation pour les ménages les plus atteints, les plus pauvres. Il faut donc avoir une vision beaucoup plus globale et de moyen terme pour se dire comment est-ce qu'on va renverser une structure économique où effectivement d'une part on s'est coincé dans cette dépendance vis-à-vis du pétrole. D'autre part, on a eu au fond une politique urbaine, notamment foncière, et en matière de prix des logements, qui a expulsé les gens loin de leur lieu de travail, et donc un système où il n'y a pas de solution de sortie. Et donc la fiscalité doit aller avec une politique d'accompagnement beaucoup plus structurelle, sinon les changements fiscaux sont toujours impossibles. Donc c'est pour cela que je crois qu'il nous faut un scénario cohérent. D'où l'intérêt de ce débat qui ne parle pas seulement de la production ou des prix de l'énergie, mais aussi de la maîtrise de la demande, et avec un scénario sur le moyen terme. Brice Couturier ou Sylvain Sylvain. Alors, moi j'avais une question, c'est pour rebondir sur ce que disait à l'instant Pierre Lescoume, est-ce que c'est vraiment légitime, est-ce que c'est vraiment moral de faire subventionner les énergies renouvelables par les ménages à travers la facture d'électricité qui s'envole? Est-ce que ce serait pas plutôt le rôle de l'État d'investir dans ces énergies renouvelables? On peut dire que l'État y a contribué, ne serait-ce avec tous les systèmes incitatifs l'État a renoncé à un certain nombre de taxations et à donner des aides pour les installations. Donc, si la facture d'électricité s'envole aujourd'hui, c'est bien parce qu'il faut subventionner les électricités produites par le photovoltaïque qui sont fort chères et par l'éolien également. Oui, parce que vous avez remarqué que notre électricité n'est pas la plus chère d'Europe non plus. Pour l'instant. Mais à la vitesse, on prévoit une augmentation de 30% dans les 5 ans qui viennent. Ça va être pas mal, ça va être sensible, surtout comme on le disait tout à l'heure. Je trouve que ça l'est déjà sensible. Ça l'est déjà. Et beaucoup de ménages, vous savez, on est le pays d'Europe qui se chauffe le plus à l'électricité, ce qui évidemment une erreur stratégique qui a été faite il y a une vingtaine d'années, mais il se trouve qu'aujourd'hui, je crois quelque chose comme 40% des maisons françaises sont chauffées à l'électricité, non? Moins que ça, vous êtes sûr? Non, absolument. J'ai pas les chiffres sous les yeux. Alors, Pierre Lescoume. Ce que l'on peut dire, c'est que pas dire que la totalité du coût est reportée sur les ménages. Ce qui a, par exemple, à propos de la taxe carbone, la raison pour laquelle, typiquement,
décision contradictoire tellement qu'elle a été annulée par le Conseil constitutionnel, c'est on peut dire l'effet des lobbies. C'est que on s'était retrouvé dans une situation où on introduisait une taxe carbone qui, au bout du compte, contenait presque plus d'exceptions que finalement de situations dans lesquelles la taxe pouvait s'appliquer. Que donc effectivement, dans le sens de ce que vous dites, la taxe carbone était reportée essentiellement sur les ménages et la consommation ordinaire, et les plus grands émetteurs de CO2 et les agriculteurs en étaient dispensés pour des raisons diverses et variées. Donc dans ce cas-là, voilà, on peut dire qu'il y avait une inégalité très marquée. Donc, mais la disposition a été annulée pour inégalité de traitement des citoyens. Alors maintenant sur l'énergie renouvelable, ce que l'on peut voir, c'est que aussi les EDF s'est trouvé dans une situation, on peut dire, financièrement compliquée, avec les obligations d'achat qui pesaient sur elle, mais on peut aussi, je reviens à mes petits dadas, vous savez, les décisions multirationnelles, voire contradictoires, où aussi on peut s'étonner que quand l'incitation à la production d'énergie renouvelable solaire a été mise en place, comme par hasard, on n'a pas limité les espaces ou les zones où on pouvait produire, ni les quantités. Donc on a vu toute une série, c'est devenu une opportunité. Il y a eu des rentes. Il y a eu des rentes. On dit que certaines mafias en Italie ont investi dans l'éolien, sans aller jusque-là, parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Oui, mais sans aller jusque-là. Les grandes surfaces ont couvert leur toit de panneaux solaires. On a vu des gens qui pouvaient investir, ont acheté des champs et ont construit des pseudo-hangars à 1,50 m du sol. On a laissé faire ça. Voyez, donc pour moi c'est ça le problème on peut avoir des très très grands objectifs si le cadrage initial des objectifs de politique publique n'est pas capable d'anticiper sur ces débordements, on peut dire sociologiquement normaux, voilà. Mais si on n'est pas capable d'anticiper ça, je me demande jusqu'à quel point on peut arriver à atteindre des objectifs cohérents. Je crois que je voudrais induire tout de même aussi la question, vous le dites, sociologique et politique. On a l'impression en France que désormais, enfin en tout cas c'est ce que tout le monde dit dans les dîners et en famille, que tout le monde fait son tri, on calcule son bilan carbone, on met la poubelle jaune, la poubelle bleue, la poubelle verte, on mange bio, qu'on paye cher pour ceux qui peuvent. Mais au fond, on a vu que le score d'Eva Joly était quasi nul aux dernières présidentielles. Il y a quand même tout de même un certain paradoxe. En avril dernier, le journaliste et écrivain Dominique Simonet signait dans Le Monde une tribune sur cette question intitulée « L'écologie n'est pas morte, c'est l'écologie politique qui n'existe plus ». Écoutez Dominique Simonet au micro de Léna Burger. Je crois, moi, que l'écologie, effectivement, est au-delà de ces gesticulations politiciennes que l'on peut voir aujourd'hui. D'abord parce que la bipolarisation est très forte dans nos démocraties, et que surtout l'écologie ne peut pas s'enfermer dans une sensibilité politique telle qu'elle se compose actuellement sur l'échiquier. Il n'y a pas de parti féministe. Il n'y a pas de parti humanitaire. Pourquoi y aurait-il un parti écologiste? Et on voit bien que ce parti écologiste aujourd'hui, il fait n'importe quoi, il fait le grand écart sans arrêt, et on ne sait pas bien où il se trouve. Donc l'écologie, pour moi, je pense que pour beaucoup de gens la ressentent comme ça. Elle ne se situe pas à l'extrême gauche, comme les Verts essayent de la tirer. Elle se situe ailleurs, elle se situe dans une sensibilité comme un petit peu comme un syndicat de la vie quotidienne, si vous voulez. Elle se situe dans la société civile et elle se manifeste par cette myriade d'associations, de mouvements qui font beaucoup plus pour faire avancer, en tout cas pour résoudre un certain nombre de problèmes d'environnement qui sont urgents, que ne peut le faire un parti qui passe son temps à faire des alliances et des calculs politiciens. Pierre Lascoum. Oui, mais je n'ai pas non plus une confiance très forte dans la capacité des partis écologistes verts ou verts revisités à participer aux jeux politiques. Il y a au moins deux fragilités en France qui ne sont pas uniques en Europe, mais enfin très française. La première, comme Marc Simonet le rappelait, c'est que la base de tous les mouvements écologistes est un mouvement associatif, de proximité, de personnes qui sont sensibilisées à des enjeux liés au territoire, à des espèces, etc. Oui, puis vous rappelez que la notion d'environnement est d'origine sociale.
Voilà. Et que donc il faut rappeler aussi que le premier candidat à une élection présidentielle, Louis Dumont, n'a même pas été soutenu par la Fédération française des sociétés de protection de la nature. Et même si les choses ont changé, c'est-à-dire s'il y a aujourd'hui plus d'interaction entre les Verts et tout le réseau très complexe et très riche associatif, les liens n'ont aucune automaticité. Et la deuxième chose, c'est que ce qui renforce certainement cette distance, c'est que les stratégies successives on peut dire des Verts au sens d'organisation politique ont créé certainement beaucoup de confusion. Nous avons eu droit pendant 2 décennies au ni droite ni gauche, voilà. Et ensuite des tentatives d'alliance avec le parti socialiste, mais il suffit d'observer la situation récente, pas besoin d'être grand commentateur politique à France Culture pour comprendre que cet attelage ne tient pas et ne tiendra pas. Laurence Tubena, sur cette question, j'imagine que vous ne pouvez pas trop vous prononcer sur les questions d'ordre de politique politicienne. Pas du tout, non, c'est pas du tout ni mon rôle, ni... Enfin, ce serait pas opportun, mais en revanche, ce que je trouve, et on le voit à travers ce lancement du débat sur l'énergie, il y a beaucoup d'innovations dans la société. Il y a des innovations individuelles et des innovations collectives. Et autour de l'environnement, c'est un terrain particulier d'innovation sociale. C'est pas qu'en France, hein, on voit dans toute l'Europe et aussi dans le monde entier. Et il y a quelque chose là qui est, je trouve, très intéressant. Les sociétés sont en train de changer par rapport à cette prise en compte de l'environnement. Mais si elles changent si lentement, n'est-ce pas parce que, dites-vous, Pierre Lascoum, au fond, la problématique de l'écologie, de l'environnement, est au départ, dites-vous, conservationniste, et donc conservatrice, de fait. C'est-à-dire attention à ne pas détruire une planète qui était mieux avant. Non, c'est pas tout à fait... Je caricature un peu ce que vous dites, oui. Il y a cette notion-là, quand même, dans votre que sais-je. Enfin, sur une origine conservationniste, ce qui n'est absolument pas la même chose que conservatrice, c'est-à-dire c'est pas l'écologie profonde qu'on brandit toujours, etc. A toujours été extrêmement minoritaire. La deep écologie qui revient en vogue dans les pays du Nord. Hein. Oui. Voilà. Mais enfin, je veux dire, en vogue, vous voyez, c'est plutôt un effet médiatique. Même dans les mouvements associatifs, ça ne représente rien. Voilà. Donc il faut arrêter de brandir comme l'avait fait Monsieur Ferry et ses bons camarades régulièrement. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment un bouc émissaire facile. Le problème, c'est beaucoup plus par rapport à ce que je disait Laurence, et je suis assez d'accord avec elle, c'est comment transformer des innovations qui sont souvent très territorialisées, très locales. On voit bien des accords qui arrivent à se faire pour gérer des zones assez compliquées, parce qu'il y a à la fois de l'activité humaine, il y a de l'agriculture, il y a un peu d'industrie, etc. Il y a beaucoup de milieux naturels. Pour que ces pratiques-là, deviennent des sources de modèles beaucoup plus généraux. C'est comment ces innovations peuvent faire système. Voilà. On arrive quasiment au bout, Brice Couturier. Politiquement, l'écologie politique, je suis désolé, naît à droite. Elle est à gauche aujourd'hui, mais elle naît à droite. Par ailleurs, je vous fais remarquer que politiquement, c'est très varié dans l'Europe. Aujourd'hui, les Allemands, la CDU est en train de négocier un pacte post-élection de l'année prochaine avec les Verts. Et il est très très probable qu'effectivement, la prochaine majorité en Allemagne, ça sera une coalition CDU, donc droite, vert. Donc il n'y a pas de fatalité, je veux dire, à ce que l'écologie politique soit systématiquement associée à la gauche. Sylvain, très vite, on est au bout de l'émission là. René Dumont était quand même tiers-mondiste. Moi j'ai une question très simple, on a beaucoup parlé ici de la réduction des gaz à effet de serre, on voit bien que c'est un objectif assez compliqué si on veut suivre les recommandations du GIEC. On n'a pas du tout parlé, est-ce que dans vos innovations il y en a, de l'adaptation au changement climatique? Parce qu'il n'y a pas que la réduction des gaz à effet de serre, il y a aussi comment peut-on s'adapter au changement climatique en admettant qu'on n'arrive pas à tenir la limitation des émissions à une augmentation de la chaleur de 2 degrés, de la chaleur globale, si tant est qu'on peut vraiment la calculer. Laurence Tubena. C'est un énorme chantier parce que c'est beaucoup prendre des décisions par avance dans une situation de grande incertitude. Alors on voit que, notamment dans le domaine agricole, dans le domaine de la gestion de l'eau, on commence à en faire l'apprentissage, mais on est vraiment là au début d'un chantier incroyable. Vous aviez l'air de dire qu'en Chine, par exemple, ça bougeait beaucoup plus que ce que je supposais. Oui, parce qu'ils ont des craintes très très grandes, à la fois sur les questions de ressources en eau, sur la montée des eaux. Donc il y a une prise de conscience des risques qui sont liés au changement climatique. C'est ça qui motive le changement chinois, si on peut dire qu'il y a un changement. Et encore une fois, il n'est pas global. Donc oui, l'adaptation commence à faire partie du raisonnement des gouvernements, mais encore une fois, alors là, je crois que c'est
plus difficile que l'idée de transition énergétique. On ne sait encore pas vraiment à quoi ça ressemble. Même sur les littoraux, parce qu'on dit... Alors sur le littoral, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un début de politique de protection qui commence à se mettre en place, notamment pour les très grandes villes. Merci Pierre Lascoum. Je rappelle que vous publiez Le que sais-je, Action publique et environnement, voilà, ou en tout cas nous savons désormais que nous sommes entrés dans l'anthropocène. Anthropocène, un nouveau mot pour les matins. Oui, l'anthropocène, le fait que l'univers physique et biologique est aujourd'hui complètement déterminé par l'action humaine. Voilà, anthropocène. Et donc que sais-je, et puis le Grenelle de l'environnement chez Armand Collin, ouvrage collectif Collection Recherche, et Laurence Tubiana, je rappelle, directrice de l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales, également Sciences Po, et puis vous faites partie du comité de pilotage donc du débat présidé par la ministre de l'écologie, Delphine Batho. Vous partez pour Doha, vous prenez l'avion là dans quelques instants. Quel sera votre première, quel est votre premier rendez-vous à Doha? C'est quoi votre agenda si on n'est pas trop indiscret? Écoutez, reprendre d'abord, voir où en sont les négociateurs que je connais bien. M'intéresser à cette prospective sur l'accord de 2015 et puis au fond oui faire le réseau des gens qui continuent à y croire et à se battre. Voilà. Et bien sûr inlassablement vous y rencontrerez peut-être des manifestants à Doha, alors qu'à Doha il est interdit de manifester, il y a justement eu des manifestations notamment spontanées pour notamment la question de l'emploi et de l'environnement à Doha. Donc vous voyez tout finit par arriver. Merci à vous.